Je reprends et continue la lecture de ce livre de Pierre Stamboul, La Nakba ne sera jamais légitime. Nous en sommes rendus à la page 57 dans ce chapitre, l'instrumentalisation de l'antisémitisme, une obscénité. J'ai sauté quelques paragraphes. 3.6. La résistance juive au nazisme. Dès le début du régime nazi, il y eut une résistance juive. Alors, je fais une pause pour dire qu'il y a eu aussi beaucoup de juifs. Ça peut paraître incroyable, mais relisez les journaux de l'époque. Beaucoup de sionistes et de rabbins ont applaudi l'avènement, la montée au pouvoir d'Adolf Hitler parce que Adolf Hitler préconisait la séparation des races. Or, les rabbins sont très attachés à la séparation des races, à l'interdiction des mariages entre juifs et non-juifs, et que les sionistes aussi, une partie des sionistes était aussi très heureuse parce que c'était enfin démontré d'une manière magistrale qu'il est impossible aux juifs de vivre avec des non-juifs et qu'il leur faut donc un État. 3.7. Il s'approprie le génocide. Les survivants du génocide qui sont partis, souvent faute d'autres possibilités en Palestine mandataire après 1945, ont été très fort mal accueillis. Alors souvent faute d'autres possibilités, c'est complètement faux. Bon, alors c'est vrai que malgré tout, les lobbies sionistes extrêmement puissants dans certains pays comme aux États-Unis ont essayé de tout faire pour refouler les survivants vers la Terre Sainte, mais plein de pays leur étaient entièrement ouverts, l'Angleterre, la France, l'Argentine, l'Afrique du Sud, enfin presque le monde entier. Mais dans certains pays, il y a eu des restrictions auxquelles ont poussé les lobbies sionistes pour justement renflouer les Juifs en Palestine. À leur arrivée, on opposait leur prétendue résignation devant les chambres à gaz à l'Israélien fier qui combattait les méchants arabes et qui, du désert, faisait un jardin, pour reprendre un des lieux communs de la propagande sioniste. Aujourd'hui, une partie des derniers survivants qui sont en Israël vivent sous le seuil de pauvreté, d'après The Times of Israel de 2016. Il est intéressant d'exploiter leur mémoire, mais trop coûteux en pays ultralibéral de leur verser des retraites décentes. Alors je suis un peu étonné de cette phrase, puisque l'Allemagne ne cesse de payer des compensations phénoménales, non seulement pour toutes les victimes réelles, mais aussi pour tous ceux qui se sont fait passer pour des victimes, y compris tous les collabos, les très nombreux collabos. Fermons la parenthèse. Lors d'une discussion courte et houleuse que j'ai eue avec un colon, alors là il nous parle de son expérience personnelle, c'est très intéressant. Lors d'une discussion courte et houleuse que j'ai eue avec un colon particulièrement violent à Hébron en 2016, celui-ci s'est justifié après ce que les Allemands nous ont fait, sous-entendu, un passé de martyr justifie tout. Bien sûr, c'est toute la propagande. Relisez L'industrie de l'Holocauste de Norman Finkelstein, une autorité universitaire américaine, juif lui-même. Ses parents reviennent des camps. Il a un très grand amour de la vérité et de la justice, de son peuple, mais par-dessus tout de la vérité et de la justice. Donc il a écrit un livre extrêmement intéressant qui montre dans le détail comment tous les chiffres ont été gonflés et faussés et utilisés justement pour justifier l'injustifiable, c'est-à-dire le nettoyage ethnique et l'extermination des Palestiniens. La survictimisation pour leur permettre d'être des bourreaux qui s'auto-justifient d'être bourreaux. On a tellement souffert que tout nous est dû maintenant. Et personne ne peut rien nous reprocher, sinon, eh bien, vous êtes un salaud d'antisémite. Fin de remarque. Et dans le mouvement de soutien aux droits du peuple palestinien, on entend souvent, après ce qu'ils ont subi pendant la guerre, comment les Juifs peuvent-ils se conduire ainsi ? Oui, c'est vrai que c'est mystérieux. C'est très choquant pour certains Juifs, comme Pierre Stamboul.
qui dit pourtant, dans les deux cas, il y a une confusion. L'idée que les Israéliens d'aujourd'hui sont les héritiers des victimes du génocide. D'un côté, les Israéliens qui sont reliés par leur histoire familiale au génocide sont minoritaires. Très intéressant. Par exemple, l'histoire des Juifs du Maghreb est douloureuse. Ils étaient des autochtones et ont dû quitter leur pays avec le colonisateur. Ceux qui sont allés en Israël sont devenus les prolétaires d'un État où ils subissent racisme et discrimination. Leur histoire est douloureuse, mais ce n'est pas celle du génocide. Priver ces Juifs de leur vraie histoire pour leur imposer une autre mémoire est délibéré. Voir plus loin le racisme contre les Juifs orientaux en Israël. De l'autre, indépendamment de liens familiaux éventuels avec les victimes du génocide, les dirigeants sionistes qui dirigent Israël sont-ils les héritiers des parias de l'Europe? La réponse est clairement non. Herzl lui-même n'a jamais combattu l'antisémitisme. Il le jugeait inévitable. Il a conçu le sionisme comme une théorie de la séparation. Les juifs et les non-juifs, selon lui, ne pouvant pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni dans le futur État juif. Il a fait le tour de tous les dirigeants antisémites de l'époque. Je répète cette phrase. Herzl a fait le tour de tous les dirigeants antisémites de l'époque, y compris le sinistre Pavleve. On lit en note. 1846-1904, directeur de la police tsariste l'Okhrana, puis ministre de l'Intérieur de l'Empire russe. Il a organisé de nombreux pogroms. Il est tué par un attentat des socialistes révolutionnaires en 1904. Fin de note. Pour leur expliquer qu'eux, comme lui, avaient le même intérêt qu'un maximum de juifs quittent l'Europe. Sionistes et antisémites avaient une idée commune, l'impossibilité du mélange, du métissage et de l'égalité des droits. Je répète, sionistes et antisémites avaient une idée commune, fondamentale, l'impossibilité du mélange, du métissage et de l'égalité des droits, c'est-à-dire le racisme. Parmi ces antisémites appréciés des sionistes, il y avait Lord Balfour. Cet homme pieux faisait partie de ces sionistes chrétiens profondément séduits par la perspective d'un rétablissement du pouvoir juif en Palestine. Les sionistes chrétiens croient en l'Apocalypse. Pour eux, les Juifs doivent revenir en Terre sainte pour favoriser le retour du Christ, puis se convertir à la vraie foi, sous peine d'anéantissement. On dit en note, pour mieux connaître ce courant, lire Yaakov Rapkin ou Shlomo Sand. Depuis 1967, ces antisémites ont joué un rôle fondamental dans le financement des colonies de Cisjordanie. Alors je fais une petite pause, c'est très intéressant parce que Shlomo Sand prétend dans son livre que le sionisme commence par les chrétiens, ça c'est vrai, le sionisme politique, d'un retour immédiat des Juifs en Terre Sainte. Et il dit au XVIIIe siècle des pasteurs protestants en Angleterre. En fait, si vous lisez des livres approfondis sur Martin Luther, eh bien vous verrez que nous avons des archives qui montrent que du vivant même de Martin Luther, en Allemagne, des pasteurs se sont mis à prêcher le retour des Juifs en Terre Sainte. C'est pas difficile, il suffit de lire l'Ancien Testament d'une manière superficielle. Il y a plus de 2000 versets qui parlent du retour des Juifs en Terre Sainte, mais il s'agit du retour après la déportation à Babylone. Mais comme les promesses messianiques sont les versets des prophètes sur le retour, eh bien c'est aussi une annonce eschatologique messianique, eh bien la confusion a été faite. Pour que le Christ revienne, il faudrait que les Juifs soient physiquement retournés en Terre Sainte. Ça, c'est donc le sionisme politique qui est d'origine chrétienne, du temps de la réforme de Martin Luther, qui a précédé ensuite le sionisme politique juif, qui lui, au point de départ, était athée ou agnostique. Fin de remarque de frère Ismaël. Je reprends le livre. Balfour n'aimait pas les Juifs réels.
Quand il est Premier ministre en 1905, il ferme les frontières, en particulier contre les Juifs venus d'Europe de l'Est. Mais il appréciait le Juif imaginaire. Il n'y a pas de contradiction entre le Balfour hostile aux Juifs de Londres et celui qui, contre l'avis d'Edwin Montagu, seul ministre juif du cabinet britannique, écrit à Lord Rothschild, député conservateur britannique, la fameuse déclaration Balfour en 1917, qui est donnée ici en note. Cher Lord Rothschild, j'ai le grand plaisir de vous adresser de la part du gouvernement de Sa Majesté la déclaration suivante, sympathisant avec les aspirations juives sionistes, déclaration qui, soumise au cabinet, a été approuvée par lui. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. Étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, soit aux droits et au statut politique dont les Juifs disposent dans tous les autres pays. Je vous serai obligé de porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste Arthur James Balfour. Donc nous voyons à travers cela le rôle déterminant de l'argent des Rothschild qui ont investi des sommes phénoménales pour le projet sioniste. Et dans cette déclaration de Lord Balfour, eh bien, dans les 3 points, évidemment, le seul qui a été systématiquement nié, ce sont les droits des indigènes. Donc, on a tout fait pour ce foyer national juif qui est devenu un État. On a maintenu tous les privilèges et les droits des Juifs partout dans le monde, et les indigènes palestiniens, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'identité, ils n'ont plus de terre. Les Juifs, ils ont tout parce qu'ils ont des passeports français, américains, allemands, ils ont toutes les nationalités du monde, surtout des pays riches, et ils ont leur nationalité israélienne, et ils exterminent les indigènes. Fin de remarque de frère Ismaël. Je reprends la lecture de ce livre. Pour Balfour, comme pour beaucoup de dirigeants européens, les Juifs étaient des parias asiatiques inassimilables en Europe, et ils devenaient des colons européens en Asie, s'ils partaient en Palestine. Les antisémites ont aimé le sionisme. 3.8. La droite sioniste. Le parti révisionniste, c'est ainsi qu'il s'est nommé, est le courant de droite du sionisme, si tant est qu'il existe une gauche sioniste. Il est fondé par Vladimir Jabotinsky en 1925. Depuis 1977, les principaux dirigeants israéliens, les premiers ministres Begin, Shamir, Netanyahou, Sharon, Olmert ou d'autres personnalités politiques israéliennes comme Livni, Bennett, Lieberman, se réclament de l'héritage de Jabotinsky. Je vais reprendre cette lecture. Que Dieu vous bénisse.